Une vie, une œuvre. Thibaut de Champagne ou la complainte du mal-aimé. Claude Métras, Jean Dufournay. Après Denis de Rougemont, il est banal de dire que l'amour est une invention du XIIe siècle. Mais il en est de l'amour comme de Dieu. Son visage change car il s'inscrit dans l'incessante métamorphose du cœur humain. Le Moyen-Âge fondateur de l'amour, au sens où nous l'entendons, assurément. L'Antiquité avait maintes fois raconté les désordres et les souffrances engendrées par la passion amoureuse. L'amour était comme en marge d'une existence dont la sagesse était le but ultime. Et celui qui en était la proie courait grand risque d'être jeté hors de lui-même. Ce que le XIIe siècle figure, à travers ce qu'il nomme amour, c'est non seulement l'enchantement du partage et l'émerveillement du plaisir, c'est aussi une voie royale vers la connaissance. Les mystiques de l'Orient, à peu près à la même époque, mêlent dans un même mouvement amour humain et amour divin. Ils reconnaissent ainsi l'élan amoureux comme la route obligée de la révélation. Et c'est bien cette sollicitation du dévoilement des choses cachées qui se manifeste dans les deux courants qui vont inspirer Thibaut de Navarre, au sud les troubadours, à l'ouest les romans de la table ronde. À l'aube du XIIe siècle, ces deux courants se mêlent et se fécondent l'un l'autre. Cette liturgie de l'amour, on y trouve le culte de la femme parallèle au culte divin, car la femme, dans sa chair comme en son âme, porte en elle l'étincelle de la vie, et cette étincelle illumine le ciel entier et révèle aux hommes le vrai sens de leur destinée. Femme parfois aussi inaccessible que Dieu lui-même, mais dans leur voyage au centre du mystère féminin, les poètes, s'ils ne trouvent pas toujours la femme au bout du chemin, trouvent l'essence même de l'amour qui est musique. Musique qui est le fondement même de la création. C'est parce qu'il a saisi à travers la rumeur et le bruit du monde le chant subtil qui est au cœur des êtres et des choses que Thibaut de Champagne fut à la fois le plus bouleversant des poètes et le plus fiévreux des amants. Et la femme qui peut-être aima Thibaut aurait pu reprendre les paroles que dans un autre poème médiéval la Vierge adresse au Christ. Maintenant, homme, pense à moi toujours, contemple ton amour qui se languit, ne nous laisse jamais nous désunir, prends-moi pour femme et apprends à chanter. Et c'est peut-être ce que peut faire pour nous Thibaut de Champagne, roi de Navarre. Jean Dufournay, l'œuvre et la vie de Thibaut de Navarre se déploient dans la première moitié du XIIIe siècle. Et ce qui est passionnant à travers cette figure poétique, c'est qu'on voit là converger en Champagne un ensemble d'influences venues d'ailleurs, et le problème que pose ce qu'on pourrait nommer la géographie spirituelle de ce Moyen-Âge, du XIIe et du XIIIe siècle, est absolument passionnant. Alors il y a d'un côté le sud, avec les troubadours, de l'autre côté ce qui vient d'Irlande et d'Angleterre, et qui donnera naissance à la matière de Bretagne, tout cela convergeant vers la Champagne. Oui, la Champagne reçoit en fait un héritage venu du milieu anglo-angevin d'Aliénor d'Aquitaine. Et c'est dans ce milieu-là que s'est forgée la première grande culture médiévale, issue d'un certain nombre d'acquis. Aliénor d'Aquitaine est la petite-fille de Guillaume IX d'Aquitaine, le premier des grands troubadours. D'autre part, c'est dans cette cour que se sont diffusées toutes les légendes celtiques, les légendes de Tristan, tout un apport assez extraordinaire qui relève soit de l'ethnographie, soit de la géographie, soit de l'encyclopédie, avec des auteurs comme Giraud de Bary, comme Gauthier Map, qui ont rassemblé toutes les données folkloriques qu'ils avaient à leur disposition. C'est dans ce milieu-là qu'apparaissent les premières encyclopédies et traités politiques avec le Polycraticus de Jean de Salisbury. Et c'est là qu'on met en français des grandes œuvres latines comme la Thébaïde de Stas, qui devient le roman de Thèbes, et l'Énéide, qui devient l'Énéas. Il y a un certain rapport entre la figure d'Aliénor d'Aquitaine et celle de ce poète qui nous occupe aujourd'hui, Thibaut de Champagne, qui deviendra Thibaut de Navarre. Oui. Et que il s'agit là de deux destins qui sont finalement très empris dans la réalité historique, mais qui en même temps créent une œuvre qui fait d'eux de véritables poètes, ou dans le cas d'Aliénor, ce sera plutôt l'inspiratrice, mais il s'agit de la double convergence
d'un pouvoir matériel et d'un pouvoir d'ordre spirituel. Alors, venons-en d'abord, si vous voulez, parce qu'elle est centrale, à la figure d'Aliénor. Oui. Aliénor d'Aquitaine a joué un rôle considérable, qu'on a peut-être un peu exagéré, au détriment de son mari, Henri Plantagenet, mais il faut convenir que c'est elle qui, par sa puissance, son goût, sa culture, a développé une nouvelle manière de vivre. C'est grâce à elle que la femme apparaît dans l'histoire du Moyen-Âge, dans la littérature du Moyen-Âge, à la fois par la stimulation qu'elle a pu donner à un certain nombre de courants poétiques, littéraires, et aussi par les liens de famille qui se sont développés à partir d'elle. Aliénor a eu énormément d'enfants, et tous ces enfants ont joué un rôle important, tant en Bretagne qu'en Champagne, qu'à Blois, que dans le sud de l'Italie, qu'en Espagne, en sorte qu'il y a une sorte d'irradiation à partir d'un soleil central qui était cette cour d'Aliénor d'Aquitaine. Cette cour d'Aliénor d'Aquitaine, en fait, elle a connu plusieurs pôles, parce qu'elle a été mariée au roi de France, et ensuite elle a épousé celui qui deviendra le roi d'Angleterre, ensuite elle a été en captivité par un autre, avec un autre roi d'Angleterre. C'est un destin extraordinairement multiple. Oui. Comment, dans ce destin finalement mêlé et contrarié à beaucoup d'égards, va s'opérer cette sorte d'unité profonde que révèle l'influence d'Aliénor d'Aquitaine, et en particulier, précisément, cette émergence de la figure féminine? Il est difficile de vous répondre dans la mesure où Aliénor d'Aquitaine s'est vraiment révélée à l'époque où elle était l'épouse du roi d'Angleterre. Auparavant, elle avait un rôle plus réduit, avec un mari assez maussade, avec lequel elle ne s'entendait pas très bien. Elle s'est donc vraiment épanouie dans cette cour anglo-angevine, à l'ouest de la France, par toutes sortes de voyages qui entraînaient la cour de l'Aquitaine au Poitou, puis en Angleterre. Et je crois que c'est au cours de ces voyages qu'elle a pu rencontrer, d'une part, les poètes celtiques, ou du moins les bardes, comme le fameux Bréry, qui a apporté à l'Occident toute une série de contes irlandais, gaéliques, de contes de Cornouailles, et d'autre part, les grands troubadours dont elle descendait par son grand-père. Comment interprétez-vous cette émergence, à la fois chez les troubadours du Midi et chez les bardes venus du Nord, de la figure de la femme, qui était dans le haut Moyen-Âge à peu près absente? Cette émergence de la figure de la femme s'explique de manière un peu différente. Dans le Midi de la France, les troubadours ont eu tendance à créer autour de la femme un culte amoureux, une sorte de religion de la femme, beaucoup moins nette d'ailleurs que chez les trouvères, où là il y a eu une véritable religion de l'amour, tandis que les troubadours gardent beaucoup plus de distance à l'égard de la femme et de gaieté dans les rapports amoureux. Dans la littérature irlandaise ou celtique en général, c'est la femme dotée d'un certain nombre de puissances, qui est en rapport avec l'autre monde, qui souvent prend les traits de la fée, qui se métamorphose pour rentrer dans le monde des humains. Et alors, ce sont ces deux images-là qui se sont peu à peu combinées pour faire de la femme la dame des troubadours et des trouvères. Et cette femme, alors, se déréalise et perd un peu de sa personnalité pour devenir un objet de culte. Ces influences venues à la fois du Midi et puis des pays anglo-saxons va converger vers cette cour de Champagne sur laquelle va régner Thibaut. Et la Champagne est à ce moment-là, dans cette Europe médiévale où les puissances commencent à s'affronter. Enfin, on aura bientôt l'affrontement entre l'Empire germanique et puis le roi de France. Mais la Champagne représente comme un milieu où précisément toutes les fécondités de l'époque semblent venir trouver refuge. Oui, la Champagne est vraiment, dans la première moitié du XIIIe siècle, le foyer de l'Europe. C'est en Champagne que se réalise complètement l'héritage d'Aliénor d'Aquitaine. C'est de Champagne que partiront toutes les initiatives qui, peu à peu, enrichiront, féconderont l'Artois, la Flandre, la Lorraine, l'Allemagne. Alors, ce qui est peut-être le plus important, c'est que la Champagne est alors un milieu assez diversifié, qu'il est difficile de connaître, faute de documents précis. Mais il semble qu'il y ait eu deux pôles à l'intérieur de la cour de Champagne. D'un côté, un pôle
poétique et romanesque autour de Marie de Champagne, puis de Thibaut, son petit-fils, et avec des écrivains comme Chrétien de Troyes, Gaz-Brûlé, et puis les poètes de la cour de Provins. Et d'autre part, autour du comte de Champagne, il y a un pôle plus philosophique, plus religieux, plus historique. Et la grande figure, c'est Geoffroy de Villehardouin, le chroniqueur, qui remplacera à la tête de la croisade, pour une large part, le comte de Champagne qui venait de mourir. Chanter je dois et ne m'en puis tenir, et pourtant n'est rien qu'ennui et pesance. Mais aujourd'hui fait bon se réjouir, car de faire deuil personne n'avance. Je ne chante comme qui soit aimé, en détresse, pensif et égaré, car de bonheur n'est plus nulle espérance, mais suis toujours par parole mené. Je vous dis bien la chose sans mentir, qu'en amour est hasard et grande chance. Si de lui je me pouvais départir, mieux me vaudrait que d'être roi de France. Or, ai-je dit en fou désespéré, mieux vaut mourir, rappelant ses beautés, et son grand sens et sa douce accointance, qu'être le roi du monde proclamé. Bonheur n'aurait. Je sais, haïtien, qu'amour me hait, et madame m'oublie, et juste est, pour qui d'aimer entreprend, ne redouter mort, peine ni folie. Puisque me suis à madame donné, amour le veut, et puisque c'est son gré, où je mourrai, où je n'aurai mamie, où de ma vie n'aurai plus la santé. Le phénix quiert la bûche et le sarment pour se brûler et jeter hors de vie. Ainsi fais-je ma mort et mon tourment quand je la vois, si ne m'aide pitié. Dieu, comme fut sa vue savourée, dont puis j'aurais tant de maux endurés. Le souvenir m'en fait mourir d'envie, et le désir et la grande volonté. Moult est amour de merveilleux pouvoir, qui bien et mal fait comme il lui agrée. Elle me fait trop longuement douloir. Raison me dit d'en ôter ma pensée, mais j'ai un cœur que tel n'en fut trouvé, toujours me dit aimer, aimer, aimer. Autre raison ne sera point montrée, et j'aimerais, ne puis m'en détourner. Dame, pitié, qui tous les biens avez, toute valeur, toute grande bonté, sont plus en vous qu'en dame qui soit née. Secourez-moi, car faire le pouvez. Alors notre poète, Thibaut de Champagne, naît en 1201, c'est-à-dire tout à fait à l'aurore du XIIIe siècle, et est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que représente à ce moment-là une cour ? Oui, la cour se présente en fait sous deux aspects. Il y a la cour exceptionnelle, la cour plénière, que réunit le comte de Champagne à l'occasion de grands événements. Mariage, adoubement de chevalier, procès importants. La ville, c'est Troyes. C'est Troyes, mais aussi Provins, mais aussi Reims, c'est-à-dire que la cour tend à se déplacer d'une ville à l'autre. Et alors, dans chacune de ces villes, il se crée des milieux, des foyers culturels. Et alors, c'est cet aspect-là qui est important parce que c'est l'occasion de cérémonies magnifiques dont on a un écho dans un certain nombre de romans du Moyen-Âge, comme le Guillaume de Dole de Jean Renard. Mais d'autre part, il y a en permanence une cour qui vit de poésie et de littérature, qui organise des soirées ou des journées autour de poètes dont Gaz-Brûlé semble avoir été le meilleur représentant, une sorte de prince des poètes à la cour de Champagne, et qui sans doute a aidé à la formation de Thibaut de Champagne, le prince poète. Vous avez évoqué tout à l'heure la figure de Chrétien de Troyes, qui au moment où apparaît, où vient au monde Thibaut de Navarre, a disparu depuis quelques années, et c'est quand même un personnage de la Champagne. Comment est-ce que son œuvre a marqué les poètes de ce temps? Comment circule cette œuvre? Cette œuvre circule d'abord par la personne même de Chrétien de Troyes, dont on retrouve des traces à la cour de Bretagne, où il a été en contact
avec les troubadours. Et un de ses poèmes traduit ou met en langue de île un poème d'Oc. Il a été d'autre part en rapport avec Philippe de Flandre. Et donc, Chrétien III a été plus ou moins le ménestrel, ou disons, le poète préféré d'un certain nombre de grands de ce monde qui ont aidé à la diffusion de son œuvre. Mais il a joué un rôle important à la cour de Champagne, où ses œuvres ont été lues, déclamées, imitées ou contredites. Par exemple, Gauthier d'Arras s'oppose à Chrétien III dans ses romans. En même temps, vous voyez, il y a toujours émulation, volonté de se différencier et reprise des traditions. Et Chrétien III, pour ce qui est du roman, a été au cœur de cette élaboration d'une nouvelle littérature. Et puis, on lui doit aussi l'apparition du grand mythe, qui est le mythe du Graal. Et alors, à partir de là, le nom de Chrétien III s'est répandu dans toute l'Europe. Il a été imité partout. Le mythe du Graal, mais aussi celui de Lancelot, qui donnera lieu au grand roman en prose, qui est contemporain de Thibaut de Champagne. Et alors, je crois que c'est l'importance de Chrétien III qui a déterminé le rôle capital de la cour de Champagne au cours du XIIIe siècle. Et Chrétien III a voulu faire une œuvre originale. D'ailleurs, son nom, Chrétien, c'est sans doute un pseudonyme. C'est quelqu'un qui a fait passer dans la culture occidentale chrétienne tout l'apport de l'Antiquité, toute la psychologie amoureuse d'Ovide, tout l'apport celtique. Il avait fait son Tristan, et Cligès, c'est un anti-Tristan, le Graal, et tout l'apport des littératures voisines. Il y a eu une osmose, des échanges constants entre l'aristocratie et même la haute aristocratie et les ménestrels et les jongleurs. Vous voyez, ménestrels et jongleurs, on pourrait voir les types les plus parfaits en Colin Muset et Rudebeuf. Gasbrûlé, lui, est un petit chevalier qui avait déjà ses entrées en tant que membre de la petite noblesse dans les différentes cours. On sait qu'il a été à la cour de Bretagne où il a justement participé à des joutes poétiques, soit avec des poètes du Midi, des troubadours, soit avec le fils d'Aliénor d'Aquitaine, qui était duc de Bretagne. Et Gasbrûlé est devenu, à son tour, une sorte de modèle, à la fois pour les thèmes et la technique poétique, qui a certainement influencé Thibaut de Champagne, qui a sans doute fait ses classes poétiques auprès de Gasbrûlé. De là, chez les deux écrivains, cette diversité dans la production, puisque Thibaut de Champagne, qui nous a laissé une œuvre très importante, a écrit des chansons d'amour, des chansons à la Vierge, des pastourelles, des jeux partis, même un Servantois, c'est-à-dire un poème satirique, sans parler des poèmes de croisade. Port Motance, le port gelé, le port froid de matinée, le port nul autre rien né ne partirait ma pensée d'amour que j'ai. Que trop l'ai aimé de cuir verré. Belle et blonde et colorée, moi appelé quand qu'il vous agrée, et Deus, tant me fut donné la mort que vous érouvez quand vous priez. Celle m'éveille, je me morrais. Dame, en la votre bailli est mis mon cuer et ma vie, por Dieu ne m'ossiez mis. Là où fin cuer s'humilie, doit-on trouver merci et aïe pour conforter? Dame, faites courtoisie. Plaise-vous que en ma vie, y cette parole dit, ma belle, très douce amie, vous ose nommer, conque n'ait envie d'autrui aimer. On que genre ne me sait plaindre, tant serait ma dolore graindre. Ne d'amer ne me sait feindre, ne mes mots ne puis esteindre, si je ne dis que tous vieillent remaindre en sa merci. Trop serait fort à estreindre, chanson de lit. La mort est à freindre, on pense à lit. Alors, il y a un problème que les études littéraires ou les manuels abordent rarement et qui pourtant pose interrogation. On se demande toujours comment ces poètes, qu'ils viennent de l'aristocratie ou qu'ils viennent de milieux plus populaires, se formaient. On a dans la tête l'image, si vous voulez, de ces collèges celtes où il y avait comme un accomplissement liturgique à travers la formation de confréries
où les poètes étaient au fond les desservants de la communauté. Alors dans cette Europe du XIIIe siècle, au fond, comment est-ce qu'on devient poète? Je crois qu'il y a plusieurs manières de devenir poète. Et c'est une très bonne question qui, justement, nous amène à réfléchir sur des problèmes qui ne sont pas faciles. Il y avait parmi les poètes d'abord des clercs, qui ensuite vivent de leur métier poétique grâce au mécénat. C'est-à-dire des gens qui viennent de l'Église. Qui viennent de l'Église et qui ont suivi des cours dans les universités, à la faculté des arts, des cours de rhétorique ou de poétique à partir d'art poétique en latin. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a toutes sortes de recettes, de procédés que l'on apprend à développer dans ces cours. D'autre part, à jouer aussi le compagnonnage poétique. Pour un certain nombre d'entre eux, il est intéressant de voir qu'ils ont été en contact, qu'ils ont organisé des débats, qu'ils se retrouvaient. Par exemple, à Provins, avec Gilles de Vieux-Maison, Guillaume de Garland, Gaz Brûlé. On retrouve des poètes qui ont présenté des points de vue différents, des variations sur des thèmes poétiques ou des questions amoureuses. Et je crois que les deux ont joué. D'autre part, circulaient aussi des manuscrits. Et les poètes, comme les jongleurs ou ménestrels, allaient d'une cour à l'autre. Les princes se prêtaient leurs manuscrits, se prêtaient leurs poètes. Alors, vous voyez, c'est cette diffusion constante, à partir d'une culture commune, parce que Thibaut de Champagne est un prince très cultivé, qui a eu autour de lui des précepteurs, qui a rencontré les plus grands poètes de son temps, à la cour de France en particulier, où il a été pendant un certain temps. Et à partir de cette culture qu'il recevait à la cour ou dans les universités, s'est développé par la fréquentation des uns et des autres tout un langage commun poétique et qui est fait de variations très subtiles, d'enchérissement de l'un sur l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que déjà au Moyen-Âge, ces cours existaient et que c'était des foyers extraordinaires d'émulation poétique. Venons-en maintenant à notre personnage lui-même, à Thibaut de Champagne. C'est une vie extrêmement étrange que la sienne, et une vie pleine. Ah oui, Thibaut a été un homme d'action, comme le sont la plupart des plus grands poètes. Hormis quelques-uns comme Colin Muset qui n'ont été que ménestrels ou Rudebeuf sans doute, les autres ont participé aux grandes actions de ce temps. Conon de Béthune a participé à la 4e croisade, il est sans doute resté jusqu'au bout dans l'Empire de Constantinople, dont il a été le régent. C'était un homme de guerre efficace, un ambassadeur très éloquent. Il en est de même pour Thibaut de Champagne, qui était capable de manier l'épée aussi bien que la plume, et qui a participé, souvent malheureusement, à toutes sortes de négociations et d'entreprises. On ne peut pas dire que Thibaut de Champagne ait été un homme politique ou un guerrier très heureux. Il a eu beaucoup de femmes aussi. Il a rencontré beaucoup de femmes, mais là, il est très difficile de savoir justement la part que les unes ou les autres ont pu jouer dans sa vie. Parce que souvent, c'était des mariages de convention pour des raisons politiques. Et en même temps, lui aussi avait la dame pour laquelle il écrivait, qui est très difficile justement à retrouver à travers tous les pseudonymes. Le hasard de l'histoire, le hasard des héritages aussi, ou des alliances familiales, vont faire que ce prince de Champagne va se trouver, vers sa 30e année, roi de Navarre. Oui. Par conséquent, va se conjuguer en lui ce courant double qui vient à la fois du Midi et des plaines du Nord, comme s'il apparaissait comme l'élément de synthèse où le génie de l'Occident va tout entier se déployer. D'autant plus qu'il devient très puissant avec la Champagne et la Navarre. C'est un des princes d'Occident les plus puissants et qu'il continue une tradition puisqu'une des filles d'Aliénor d'Aquitaine était devenue Aliénor de Castille et que ces échanges d'une cour à l'autre, d'un pays à l'autre, se sont encore développés grâce à Thibaut de Champagne. Est-ce qu'on peut penser que se trouve là, si vous voulez, une sorte d'image relativement uniforme de la culture de notre continent, enfin qu'au fond, ce qui se passe en Navarre n'est pas tellement différent de ce qui se passe à Troyes ou de ce qui se passe à Paris ou même à Londres? Il y a une tendance à l'uniformisation, mais chaque pays, chaque cour
aura sa petite note originale. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'au fond, sur des modèles communs, des moules communs, chacun essaye d'introduire la variation originale qui permet de reconnaître sa voix. Et je pense que toute cette culture, de l'Espagne jusqu'en Allemagne, tend à vivre des mêmes principes, des mêmes modèles, du même idéal. Et c'est vrai qu'au XIIIe siècle, il y a eu une culture occidentale très développée qu'on retrouvera jusque dans la Grèce avec le neveu de Grand Villehardouin qui devient prince de Morée. Comment est-ce que finalement les poètes acquéraient cette sorte d'aura qui va être la leur? Alors, il y a eu une diffusion orale par l'intermédiaire des poètes eux-mêmes qui pouvaient être ménestrels, ou par l'intermédiaire de ménestrels ou de jongleurs qui chantaient les œuvres écrites par d'autres poètes. Et là, ont joué un rôle capital ce qu'on appelle souvent à tort les jongleurs ou les ménestrels. En fait, il y avait 3 types de jongleurs. La première espèce, c'était des jongleurs qui étaient des amuseurs publics, prestidigitateurs, comédiens, qui se contorsionnaient, jouaient avec des couteaux, faisaient de l'équitation. C'est au niveau le plus bas des gens qui sont rejetés par l'Église comme suppôts de Satan, ceux que Guiraud-Riquier propose d'appeler les bouffons, les buffos. Et puis il y avait une deuxième espèce qu'on pourrait appeler les jongleurs, qui diffusaient les œuvres des poètes, et qui pouvaient passer du fabliau à la chanson de geste ou à la vie de saint, avec un répertoire très varié. Parce que, ce qui est important aussi, c'est de savoir que ces cours n'étaient pas uniformes. À la cour de Champagne, on ne lisait pas que des romans de Chrétien III ou de la poésie courtoise. On était sensible à la verdeur de certains fabliaux qui sont souvent très habilement écrits. Et enfin, il y avait une troisième espèce que Guiraud-Riquier appelle les troubadours, qui étaient les poètes eux-mêmes, poètes musiciens le plus souvent, qui déclamaient leurs propres œuvres. Alors, c'est un premier mode de diffusion. Mais souvent, les princes, les mécènes, demandaient la constitution, commandaient la constitution de manuscrits qui peuvent être réservés à l'œuvre d'un poète ou à tel type d'œuvre, ou être des sortes d'anthologies, comme le sont les manuscrits des poésies du Moyen-Âge que nous avons maintenant à la Bibliothèque nationale. Au fond, il y a là quelque chose qui ressemble au concours que l'Antiquité grecque ou latine organisait autour de certains sanctuaires. Autour de certains sanctuaires, ou certaines cours, oui. À l'occasion des pèlerinages, à l'occasion des grands voyages, les poètes, les jongleurs, les ménesters se déplaçaient en même temps que les princes. D'où une animation à tous les niveaux. Il y avait des amuseurs de place publique qui souvent donnaient des textes très rudimentaires. Et on en a des traces dans ces fabliaux grossiers, sans beaucoup de talent. Et puis, il y avait les jongleurs ou les ménestrels qui étaient admis à la cour des princes. Alors, qui pouvaient être admis à la cour des princes de façon temporaire, provisoire, ou bien qui s'y installaient, qui devenaient des conseillers des bonnes manières. Et on a, par exemple, dans le roman de Jean-Renard Guillaume de Dole, la figure d'un ménestrel qui s'appelle Jouglet, qui est le conseiller, qui est l'ami, le confident de l'empereur Conrad. Et alors, à ce moment-là, se crée entre les grands princes et les ménestrels, les poètes, une sorte de connivence qu'on ne retrouvera que beaucoup plus tard dans les grandes cours de l'Europe occidentale, peut-être à la cour de Louis XIV. Au temps plein de félonie, d'envie et de trahison, de tort et de méprisons, sans bien et sans courtoisie, et que, entre nous barons, faisons tout le siècle empirier, où je vois excommunier ce qui plus s'offre raison, je veux dire une chanson. Le royaume de Syrie nous dit et crie à haut ton si nous ne nous amendons. Pour Dieu, que n'y allons mis, n'y ferions si mal non. Dieu aime fin cœur droiturier, de tels gens se veut-il édier. Ils exauceront son nom et conquerront sa maison. Encore aime mieux la voir, demeurer en saint pays, que d'aller pauvre, chétif, là où jas soleil navrois. Philippe,
on doit paradis conquérir par mes avoirs, que vous n'y trouverez ja voir, bon être, ni jeu, ni ris, que vous aviez appris. Amour accouru en proie, et s'y m'emmène, tout pris en l'autel, se met à vie, dont jaillissir ne qu'est roi, s'il était à mon devis. Dame de qui beauté fêtoire, je vous fais or bien à savoir, ja de prison n'irait vie, ins mourraient loyaux amis. Dame, moi qu'on vient remeindre, de vous ne me quière partir, de vous aimer et servir, ne me soit on que j'or feindre, si me vaut bien un mourir, l'amour quittant m'assaut souvent. Dès lors, votre merci attend, car bien ne me peut venir si n'est par votre plaisir. Chanson, va-moi dire, Laurent, qu'il se garde bien outrement de grandes folies t'envahir, quand lui n'aurait faux mentir. L'époque est extrêmement importante du point de vue de l'histoire de la langue. Alors, le français, à ce moment-là, est encore une contrée vague, dont les frontières vont petit à petit se définir. Je nuancerai, parce qu'il y avait certainement des dialectes, il y avait des langues régionales, comme le picard, le lorrain. Mais voyez-vous déjà, pour le champenois n'a pas de marque très précise d'un point de vue linguistique. Et selon l'endroit de la Champagne où l'on se trouve, on est sous l'influence du picard, l'influence du lorrain ou l'influence du français. Ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que se constitue à cette époque une sorte de langue commune, de koiné, que tendent à parler tous les poètes et tous les écrivains pour avoir la plus large diffusion possible. Donc, à côté de langues régionales très marquées, vous avez cette langue commune qui est devenue la langue littéraire. Et c'est pour ça qu'on retrouve à peu près les mêmes traits dans les manuscrits et qu'il faut éviter, selon l'origine du poète, de retourner à la prétendue langue originelle. Par exemple, de picardiser les textes d'Adam de la Halle. Parce qu'Adam de la Halle n'écrivait pas en picard. Il utilisait certains termes picards, certains traits picards, mais il utilisait une langue commune. Qu'est-ce qui guidait les préférences des poètes vers le latin plutôt que vers le français? Non, ce qu'il faut dire, c'est que la culture latine de cette époque est peut-être encore plus importante que la culture française, que c'est vraiment toute la partie de l'iceberg immergé que nous avons, et que cette littérature est d'une richesse extraordinaire dans tous les domaines. Vous avez par exemple des textes qui sont les avant-textes du roman de Renard, comme Lysandrimus. Vous avez des poèmes philosophiques, comme l'Architrénus de Jean de Hanville, qui est un premier crayon du roman de la Rose. Vous avez des textes ethnographiques qu'ont écrits des gens comme Giraud de Barry ou Gauthier Map, qui rassemblent toutes les légendes de certains pays. Vous avez tout un ensemble poétique, par exemple la poésie des Goliards, qui était justement une poésie très riche, très libre, qui chantait le vin, l'amour, la liberté, les femmes, en disant « je descends la grande voie du vice sans me soucier de mon salut éternel », c'est-à-dire une poésie très libre. Et alors, un certain nombre de clercs continuaient à penser qu'il était beaucoup plus noble de s'exprimer en latin, que le latin était une langue qui leur offrait plus de moyens poétiques. Et d'autant plus qu'ils avaient appris à écrire en latin. Et la plupart de ces poètes étaient bilingues, c'est-à-dire qu'ils étaient capables de passer du latin au français, après quoi ils se spécialisaient dans le français, mais tous étaient frottés de culture latine. Tout autre zi qu'on lente fait venir, l'y arrousé de lèvres qui chiette jus, fait bonne à mort naître et croître et florir, l'y ramembré par coutume et par ruse. La mort loyale nière Janus au-dessus, ins l'y convient au-dessous maintenir. Port c'est ma douce dolore pleine de si grands ports, d'âme, si fasse grand vigor de chanter quand de cuers pleure. Plus à Dieu, pour ma dolore garir, qu'elle fût tisbée, car je suis Pyramus. Mais je vois bien ce ne put à venir, ainsi mourrai, car ja n'en avrai plus. Ah, belle,
Tant suis pour vous confus que d'un carrel me venîtes férir. Esprit d'ardent feu d'amor, quand vos vies le premier genre, liard ne fut pas d'au-bord, qui s'y treste par grand douceur. Dame, si je servisse Dieu autant et priasse de véricuaire entier, qu'on je fasse vous, je sais certainement qu'en paradis n'eût autel loyer. Mais je ne puis ne servir, ne prier, nul lui fort vous à qui m'écuère Satan, si je ne puis apercevoir que ja joie en doit avoir, ne je ne vous puis voir, fort d'œufs clos et de cuir noir. Le prophète dit voir, qui pas ne ment, car en la fin faudront les droituriers, et la fin est venue voirement, que cruauté, vain merci et prier, ne service ne pût avoir métier, ne bonne à mort, d'attendre longuement, un sa plus orgueil pour voir, et bebance que doux vouloir, n'en contre à mort n'a savoir qu'attendu sans espoir. Aigle, sans veau ne puis merci trouver. Bien sais et vois qu'à tout bien est failli, ce vous en si me volez esquiver, que vous de moi n'ayez quelque merci. Ja navré mais nul, si loyal ami, ne pour roi nul genre recovré. Et je mourrai chéti. Ma vie sera mépis, loin de votre bio claire vie, où naît la rose et Lily. Aigle, j'ai toujours appris à être loyaux aux amis. Il me vaudrait mêles un riz de vous qu'autre paradis. Il se développe à partir du milieu du XIIe un idéal qu'on pourrait appeler l'idéal courtois, qui, en passant dans le milieu des trouvères, tend à devenir l'amour courtois, puis même la fine amour, c'est-à-dire une sorte de religion de l'amour. Alors, la courtoisie, c'est une sorte d'attitude sociale faite de raffinement des mœurs, de générosité, de largesse, d'agrément dans la conversation, de politesse. Et là-dessus se greffe l'amour courtois, qui est une certaine manière plus délicate d'approcher les rapports amoureux, et d'autre part, qui pense que dans l'amour se trouve une source de valeur et de vertu. Mais à ce niveau-là, nous sommes peut-être encore éloignés de ce que Thibaut de Champagne va représenter avec la fine amour, qui est une sorte de sacralisation de l'amour, de religion de l'amour, d'absolu de l'amour. Et c'est ce que les trouvères ont eu tendance à développer au cours du XIIIe siècle, et Thibaut de Champagne en est un bon représentant, avec par exemple ce culte du secret de l'amour. On dissimule le nom de sa dame sous un signal, sous un surnom. Secret de l'amour parce que l'amour est une chose trop grave pour qu'on le divulgue, d'un côté. Et d'autre part, il faut éviter les attaques, les médisances, les jalousies des losangiers, qui sont des personnages importants qui cherchent à empêcher l'épanouissement et de l'amour et de l'activité poétique qui en est la conséquence. Pour le siècle, évidemment, le problème de l'amour est inséparable du problème proprement social qui est celui du mariage. Voilà. Bon, le prolongement normal du mariage, pourrait-on dire, c'est l'adultère. Mais en même temps, cette liaison amoureuse qui, au départ, peut être considérée comme adultère, revêt un vêtement tout à fait différent dans la mesure où elle est complètement éloignée du jeu social. À ce moment-là, la femme aimée devient autre chose. Elle appartient à un ciel qui n'est pas d'ici. Oui. Oui, ce qui est paradoxal, c'est que d'une part, la courtoisie développe la sociabilité, les rapports entre les gens, mais d'autre part, l'amour courtois tend à s'opposer et au christianisme, puisqu'il ne s'agit pas d'amour conjugal, et au système féodal, puisque souvent le poète ou le vassal est amoureux ou prétend être amoureux de la dame de son seigneur. Mais dans la mesure où la femme tend à vivre dans un univers particulier, éloigné de l'humanité quotidienne, les choses s'atténuent. Mais
il reste que les gens du Moyen-Âge ont bien senti cette difficulté et qu'en 1277, parmi les condamnations de l'évêque de Paris, Tempier, il y avait la condamnation de la courtoisie et de l'art d'aimer d'André Le Chapelain, qui avait mis en forme tous les principes de cette courtoisie. La difficulté, c'est qu'évidemment, l'art d'aimer peut entraîner à des hauteurs tout à fait sublimes, tout à fait au-delà de l'humain, pourrait-on dire, mais qu'en même temps, chez tous ces poètes du XIIe et du XIIIe siècle, il y a, explicite ou non, une glorification du corps du monde et par conséquent du corps de la femme, et que l'expérience de la vie, quand elle est privée de l'expérience charnelle, apparaît finalement comme une expérience dérisoire. La chair fait partie de la vie. Oui, la joie amoureuse est toujours faite d'une joie spirituelle, qu'on appelait le joy, pour reprendre un mot des troubadours, est une joie plus physique, qui était la réponse justement au désir du poète, que certains ont appelé le gauche, en reprenant un mot des troubadours. Mais ce qu'il y a quand même d'important, c'est que justement on s'efforce d'atténuer la représentation directe de la jouissance amoureuse ou du désir amoureux. Il se produit toujours une sorte d'abstraction de l'amour, d'éloignement, en sorte que la femme devient la dame, une statue un peu inaccessible, mais que l'on prend dans ses bras, soit dans le rêve, soit dans ses souhaits, sous forme de subjonctif. Mais rarement est évoqué, sauf dans certains secteurs de la poésie, comme les chansons de femmes, ou certaines chansons de croisade, où on retrouve le rappel d'expériences amoureuses. Le rossignol chante tant que mort choix de l'arbre jus. Si belle mort ne vit nue, tant douce ni si plaisant. Ainsi je meurs en chantant à haut cri, car je ne puis de madame être oui, nul de moi pitié avoir ne daigne. Chacun dit qu'il aime tant, qu'onque si fort n'est ma nue, se fait les amants confus que trop mentent les truands. Mesdames doivent connaître à leur faux dit que de tout bien c'est leur faux cœur parti, n'il n'est pas droit que pitié leur empreigne. Onque fierté n'eût si grand vers Pompée, Julius, que madame n'en est plus vers moi qui meurs désirant. Toujours à côté d'elle mon esprit nuit et jour lui crie mille merci, baisant ses pieds, que de moi il souvienne. J'en prendrai Dieu à garant et tous les saints de l'Asus, que si on peut aimer plus, que je n'ai amendement, ni jamais de vous je ne sois ouï, ins me toller vos débonnaires dits et me chasser comme bête de montagne. Je ne crois pas que serpent, notre bête poigne plus, que fait amour au-dessus, tellement sont ses coups pesants. Plus très souvent que Turc ni Arabie, non qu'encore Salomon ni David, ne s'y tiennent mieux qu'un fou d'Allemagne. N'émerveille si je suis ébahi, que le confort me vient si à envie, que je doute fort que tout bien ne souffreigne. Dame, de vous ne puis être partie, si vous en jurent les grés et les merci, que j'attends encore que de vous me viennent. Mains dures assauts m'aura amour bâti. Chanson, va-t'au et non pas à envie, et salue notre Jean de Champaigne. On retrouve constamment chez ces poètes comme chez les romanciers cette tension entre une vie réelle à laquelle on se donne tout entier et cette vie de l'imaginaire qui est la forme épurée, affinée, élevée de cette vie quotidienne. Et c'est ce va-et-vient constant qui, au Moyen-Âge, justement, retient l'attention. Au fond, il y a tout un système d'échange entre les signes de ce monde et les signes d'un autre monde, qui peut être religieux ou simplement poétique.
On n'a jamais pensé peut-être à voir dans cette conjonction poétique la juxtaposition de trois éléments au fond de notre vie telle qu'elle est accomplie quotidiennement. D'une part, la vie réelle avec tout ce qu'elle comporte d'accomplissement quotidien, et d'un autre côté, à la fois le rêve et la rêverie. Il fait allusion dans la mesure où aujourd'hui, on sait la place qu'a pris le rêve dans la quête de l'être et de l'essence de l'être. La rêverie aussi réhabilitée par un homme comme Bachelard, qui l'oppose au rêve et à tout ce qu'il comporte d'indéchiffrable et de nocturne. Alors, au Moyen-Âge, est-ce que ce dialogue entre la vie réelle, la rêverie et le rêve a un sens? Certainement. En fait, c'est un échange constant entre ces deux manières de vivre, et je crois qu'on retrouve là ce qui caractérise la symbolique médiévale, c'est-à-dire que tout est signe d'autre chose, et que la réalité ne se suffit pas à elle-même. Il n'y a que quelques genres où on ne va pas au-delà des apparences. Toute apparence est le signe d'une autre réalité qui vous permet de vous réaliser plus totalement. Alors on reconnaît là à la fois l'influence du platonisme et celle du christianisme, où il faut atteindre des réalités supérieures à partir d'objets, d'éléments, de situations de la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'on est toujours à l'écoute d'un message venu d'un monde qu'on ne connaît pas. Voilà, et ce message qui consiste justement à rendre de plus en plus abstrait, à s'éloigner du quotidien dans sa réalité la plus concrète pour atteindre au fond à l'idée, à l'idéal. Est-ce que dans une certaine mesure ces poètes médiévaux ne pressentent pas comme les poètes contemporains, et je crois qu'on en trouve bien le signe dans une œuvre comme celle de Thibaut de Champagne, que la poésie est en elle-même un moyen de découverte de cette autre réalité. Raison. La poésie, la découverte de la beauté avec un B majuscule est un moyen de connaissance. Et grâce à la poésie, on atteint à la connaissance supérieure qui seule donne un sens à la vie. Cette notion de beauté est évidemment une notion assez difficile à saisir. Pour un homme comme Thibaut de Champagne, elle s'incarne donc sous quel visage ? À travers, je crois, un certain nombre de stéréotypes où on retrouve toujours les mêmes traits de la beauté féminine ou masculine, dans le regard, dans la forme du visage, dans la forme du corps, en sorte que cette beauté tend à prendre un aspect moins réel. C'est-à-dire il y a toujours une déréalisation de l'objet, car peut-être que pour les poètes du Moyen-Âge et les gens du Moyen-Âge, le pire danger est de s'enfermer dans l'objet, dans la réalité concrète. Alors la beauté tend à prendre ce caractère idéal qui l'éloigne des réalisations concrètes. D'où, chez tous les poètes, les mêmes formules avec lesquelles on joue à la rime ou dans d'autres combinaisons, mais qui sont fondées toujours sur les mêmes éléments. C'est-à-dire que toute femme réelle est le double, plus ou moins glorieux, d'une autre figure qui, elle, est toujours dans la gloire. Qui est toujours dans la gloire, oui. Et alors, cette femme qui est dans la gloire a pu prendre les traits de la Vierge Marie, d'où le passage de la poésie courtoise à la poésie religieuse, qu'on trouve chez Thibaut de Champagne, comme chez ses amis. Et là, il y a de très très beaux poèmes à la Vierge, qui est en quelque sorte la quintessence de la femme courtoise, de la femme idéale. Alors là, une autre dérive qui montre qu'on quitte le domaine religieux pour arriver à quelque chose d'assez étranger à la religion, même si on fait l'éloge de la Vierge. Oui, c'est-à-dire que la Vierge peut avoir des fonctions auxquelles normalement on ne la convoque pas. Oui, mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier que la Vierge a joué un rôle important, car avec la naissance du purgatoire, comme l'a montré Jacques Le Goff, la Vierge est devenue l'élément d'espérance des humains. Médiatrice. La médiatrice. Les pires pécheurs peuvent obtenir leur salut grâce à l'intervention de la Vierge. Et alors, il y a ces deux aspects. La Vierge comme dame courtoise idéale, mais aussi la Mère de Dieu qui prend par la main les pécheurs et les emmène au paradis. Alors dans cette aperception, dans cette découverte du monde de l'ailleurs, auquel
entraîne la femme réelle qui est aussi une femme rêvée. Il y a deux sentiments qui se mêlent et qui sont absolument inséparables. C'est d'une part cette joie d'amour qui est au cœur de la quête personnelle, et puis une sorte de tristesse, de nostalgie qui fait au fond partie, qui est l'autre vêtement de cette joie. Oui, la joie et la douleur, la folie et la sagesse, la crainte et l'espérance sont étroitement liées. Il n'est pas de douleur sans joie, ni de joie sans douleur. C'est-à-dire qu'il faut passer par la douleur de la séparation, de l'absence, des épreuves, pour atteindre à cette joie supérieure. Il y a tout un long apprentissage, une sorte d'ascèse, à la fois poétique et religieuse, pour parvenir à cet état. Et il faut abandonner les chemins réguliers de la raison, de la connaissance rationnelle, tomber dans une sorte de folie. La pire folie pour les gens du Moyen-Âge, c'est de ne pas aimer. Et l'attitude la plus raisonnable, c'est d'aimer à la folie. Ainsi comme une licorne suis, qui s'ébahit en regardant quand la pucelle va mirant. Tant est lié de son ennui que choix, pâmé en son giron, lors l'occiton en trahison. Moi, m'ont frappé d'un tel semblant amour, et madame, pour voir, mon cœur on n'en puis point ravoir. Dame, quand devant vous je fus, et je vous vis premièrement, mon cœur allait si tressaillant qu'il vous resta, quand je m'en fus. Lors il fut mené sans rançon, captif, en la douce prison dont les piliers sont de talent, et dont les huiles sont de beauvoir, et les anneaux de bon espoir. Amour en tient toutes les clés, et il y a mis 3 portiers. Beau semblant, un nom le premier, dont fut faite seigneur beauté. Danger fut mis à lui devant, sale, félon, vilain, puant, qui moult est mauvais et méchant. Ces 3 sont lestes et rusés. Bientôt ont un homme saisi. Qui pourrait souffrir les tourments et les assauts de ces portiers? Jamais Roland et Olivier ne vainquirent combat si grand. Ils vainquirent en combattant. Ceux-ci ont vainc en s'humiliant. Souffrir en est gonfalonier. En ce combat dont je vous dis, n'est nul secours hors de merci. Dame, rien ne redoute plus que d'oublier de vous aimer. Tant est appris à endurer que je suis vôtre tout parus. Même s'il vous en pesait bien, m'en défaire ne puis pour rien, sans le souvenir en garder, sans que mon cœur encore ne soit en la prison et près de moi. Dame, quand je ne sais tromper, merci de saison me serait pour soutenir un si lourd fait. La vie de Thibaut de Champagne, comme son œuvre, illustre parfaitement cette errance de l'être en quête d'un visage inconnu que peut-être on découvrira à l'extrême fin de son existence. Et la poésie, comme la vie, apparaît comme un voyage. Voilà ce Thibaut de Champagne qui s'en va en croisade, qui ensuite est roi en Espagne, mais il est toujours prince de Champagne et il circule de capitale en capitale à travers les grands chemins. Est-ce que la vérité, est-ce que la révélation, pour ces poètes-là, qu'ils soient grands ou petits, n'est finalement pas sur la route? Elle est sur la route et cette révélation ne sera totale que la route terminée, c'est-à-dire dans l'autre monde, après la mort. Et c'est le sens d'un certain nombre d'œuvres de cette époque qui sont des œuvres inachevées. Le Conte du Graal, le roman de la Rose de Guillaume de Loris. Ce sont des œuvres qu'on a laissées en état d'achèvement pour faire comprendre que le cheminement devait se poursuivre jusqu'au bout par une épuration constante de l'être pour arriver à l'essentiel. Et je crois qu'il est très important de mettre en rapport les grands pèlerinages, les croisades, toutes ces errances des chevaliers, avec cette quête poétique qui, par toutes sortes de réalisations, peu à peu se dépouille de ce qu'il y a de quotidien, de vulgaire, pour atteindre à l'essence.
de l'être et de la connaissance. Mais c'est par là peut-être que la tradition proprement lyrique ou poétique, dans la mesure où elle s'enferme dans un genre, rejoint complètement la tradition romanesque. C'est-à-dire que les routes de la vie terrestre sont un double des routes de l'autre monde, Oui. expression souvent employée dans les récits de ce temps. Exactement, oui, je crois qu'il y a un parallèle à faire entre ces différentes routes. Et souvent, on est passé du roman à la poésie ou de la poésie au roman, comme dans le Guillaume de Dole dont je vous ai déjà parlé, dont toute une partie du roman est la mise sous forme romanaise d'un certain nombre de situations ou de thèmes poétiques. L'œuvre de Thibaut de Navarre va connaître après sa mort en 1253 une grande diffusion. Mais elle va pénétrer dans des milieux qui sont un peu éloignés de la Champagne, comme s'il y avait un relais qui s'accomplisse d'un centre spirituel à un autre. La Champagne est devenue un relais et on peut voir en particulier le passage de ce courant poétique dans les milieux artésiens, à Arras, où une confrérie, celle des bourgeois et des jongleurs d'Arras, rassemble, ramasse tout l'héritage poétique venu de Thibaut de Champagne. Et il est intéressant de voir qu'il y a une sorte de filiation entre Gaz Brûlé, Thibaut de Champagne et le grand poète artésien Jean Bretel, où la poésie n'est plus alors l'exercice d'une sorte d'art religieux qui permet d'atteindre la connaissance, mais devient un jeu qui permet aux gens de se distraire avec raffinement. Et alors la poésie perd alors son caractère ascétique pour devenir l'objet de plaisanteries, et à ce moment-là, les situations recherchent souvent l'originalité, voire le burlesque, d'où le développement à partir de ce milieu courtois du contraire, et en particulier de la poésie rationnelle que Philippe de Beaumanoir créera avec les rêveries et les phatrasies. Pour achever notre entretien, Jean Dufournet, j'aimerais évoquer une figure qui paraît tout à fait insolite, bien entendu, dans ce parcours à travers la poésie du XIIIe siècle. Mais ces gens sont souvent sur les routes, et la route, c'est le cheval. Oui, alors, il est exact que le cheval a joué un rôle important à des titres divers. Dans la chanson de geste, c'est vraiment le compagnon du chevalier et quelquefois son double qui le tire de situations difficiles. Et le cheval a permis justement à tous ces gens, par des biais divers, d'atteindre à d'autres mondes. Et on pense au cheval Bayard des Quatre Fils Aymon, c'est souvent l'animal qui permet, comme le cerf, de passer dans l'autre monde. Et alors, d'où les chevaux blancs qui deviennent les chevaux de la mort. La merveille et la mort se rencontrent souvent derrière la figure du cheval blanc. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine assimilation qui se fait de temps à autre entre la femme et le cheval, comme un guide vers l'ailleurs? C'est vrai, et c'était surtout vrai dans la poésie des troubadours. Les trouvères ont eu tendance, dans la poésie même, à laisser de côté cet aspect qu'on retrouve dans certains contes. Il y a un petit conte très intéressant du Huon-le-Roi qui s'appelle le ver palefroid, et c'est un cheval, le ver palefroid, le cheval pommelé, qui réunit les amants malgré l'opposition du père et des personnes âgées. Et alors, le cheval, c'est vraiment l'intermédiaire, mais curieusement, dans la poésie, il n'y a pas d'éloge du cheval. On en parle relativement peu. Il apparaît furtivement dans les poésies de Rudebeuf et de Colin Muset, c'est-à-dire dans la poésie plus expressionniste, influencée par le réel plus directement. Et on est passé alors du lyrisme allusif de Thibaut de Champagne à un lyrisme plus empreint de réel, plus sensible à la réalité, où on est sous l'influence d'une littérature morale et satirique qui reprend tous ces éléments de réel. Et alors, le cheval fait son apparition. Oui. Alors, le cheval est souvent une créature de l'ombre, il est comme ça perdu dans la coulisse de la poésie, mais il y a une autre figure qui est plus fréquemment utilisée par les poètes et qui est tout aussi symbolique,
d'un autre voyage, celui-là, c'est l'oiseau. L'oiseau qui joue un rôle important, parce que l'oiseau au Moyen-Âge, dans la poésie comme dans les romans, c'est l'intermédiaire entre l'humain et le divin, par son chant et par son vol. Et là, on peut se rapporter au roman de la Rose de Guillaume de Lorris, où le début du voyage, qui est pour une part un voyage initiatique du héros Guillaume, est entouré des chants d'oiseaux. Ce sont les oiseaux qui le guident. Et alors joue un rôle important l'alouette ou la calandre, le rossignol, et les oiseaux, justement, permettent à l'homme d'échapper à sa pesanteur terrestre pour déjà avoir une première idée de ce qu'est la vie spirituelle, la vie immortelle du paradis. L'oiseau est évidemment porteur de ce qui va devenir, chez beaucoup de poètes, la marque idéale de la beauté, c'est-à-dire la musique. La musique. Et là, c'est ce qui a frappé les gens du Moyen-Âge pour une large part. L'oiseau, musicien, mais aussi le phénix qui renaît sans arrêt de ses cendres, qui est peut-être la meilleure image de la poésie, qui est reprise constante, mais reprise toujours pour la première fois de ce qu'était l'élément primordial, la poésie. Thibaut de Champagne non seulement a illustré le grand chant courtois dont nous avons parlé, mais il a écrit aussi des jeux partis, qui étaient des débats sur des poèmes de casuistique amoureuse, où l'on extériorisait ce qui était tension intérieure dans le grand chant courtois, où deux voix se répondaient, qui étaient sans doute deux voix d'un même poète qui faisait parler deux interlocuteurs différents. Il a écrit aussi des pastourelles, la pastourelle qui représente la vacance de la courtoisie, la vie dans une nature sauvage, ouverte, où le désir éclate dans toute sa puissance et sa brutalité, et qui se terminait souvent par le viol de la bergère que le chevalier n'avait pas réussi à convaincre. Il a écrit aussi des poèmes à la Vierge. Il a même écrit un servantois, c'est-à-dire un poème satirique où il reprend justement, il attaque un certain nombre de ses ennemis comme dans des poèmes de croisade, car Thibaut de Champagne, comme plus tard Rudebeuf, a été aussi un grand poète de la croisade. Il a demandé justement aux chrétiens de faire leur salut grâce à ce sacrifice qui était de partir en croisade. Alors, tous ces aspects-là, avec une cohérence très nette, montrent la diversité du talent de Thibaut de Champagne et une sorte de génie qui en fait, au fond, le modèle le plus grand du prince-poète au Moyen-Âge, avant Charles d'Orléans. À côté de lui, il y a les poètes, le ménestrel-poète, Gaz-Brûlé, puis Adam de la Halle, puis, plus tard, Villon. Et alors on verrait bien ces figures dialoguer, Gaz-Brûlé dialoguant avec Thibaut de Champagne, comme Villon avec Charles d'Orléans. Au fond, la poésie médiévale s'est toujours nourrie de ce dialogue entre le prince et le poète. C'était Thibaut de Champagne, roi de Navarre, ou la complainte du mal-aimé, une émission de Claude Métras avec Jean Dufournay, et les voix de Béatrice Agénin et Jean-Paul Solal.